Yo les troupes, c'est Loril et aujourd'hui je reviens sur mon rétex du tournoi Welcome to V9, donc le tournoi organisé par Team Beaujeu le 25 du 10 et auquel j'ai participé. Il faut savoir que c'était mon seul tournoi que j'ai pu réaliser en 2020 à cause du Covid, tout simplement. J'avais loupé le Hammer and Bolter pour raison familiale, voilà, c'était l'anniversaire de ma fille que je ne souhaitais pas louper. Et avec le Covid, tout ça, j'avais pas pu me lancer dans des tournois, les events avaient été annulés et ainsi de suite, notamment le Maledictum. Donc ici, j'allais enfin reprendre un petit peu les tables et l'esprit compétitif d'un tournoi. Et donc j'étais ultra motivé d'aller à ce tournoi. Je remercie globalement les organisateurs pour la journée et surtout les participants que j'ai affrontés ou non parce que clairement j'ai passé un excellent moment, j'ai découvert de nouvelles personnes et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement dans le hobby. Donc en ce qui concerne le tournoi, j'ai décidé de refaire un rétex. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails d'un point de vue organisation. Je sais que les organisateurs ont eu déjà énormément de retours sur le tournoi avec les différents points d'amélioration, donc je ne vais pas du tout revenir là-dessus. Voilà. Je vais simplement parler vraiment de mon rétex au niveau de mes parties, de mes adversaires et de ce que moi, comment j'ai vécu un petit peu le tournoi. Alors, pour commencer, je souhaitais d'abord féliciter les participants qui se sont très très bien classés, puisque donc on a David Monnon qui avait donc une liste démon qui je l'avais un petit peu présenté comme une liste couteau suisse et en fait il l'a très très bien utilisé puisque il termine premier avec 3 victoires sur la journée. Nous avons ensuite Gaëtan Burnens, donc Churupak, qui, si je me trompe pas, jouait, je pense qu'il jouait Admec, Astra Militarum, c'est ça. Voilà, donc c'est bien la bonne armée dans le tableau. Julien Godbil finit troisième avec sa Death Guard. Julien que j'ai affronté en deuxième partie, on en reparlera après. Pierre-François qui termine quatrième. Loïc Mailleux, joueur taux qui termine cinquième. Donc Loïc montre que oui, le taux peut, avec une liste vraiment beaucoup plus axée V9, faire de très bons résultats. Ensuite, nous avons Emmanuel Redshark Forn qui jouait Harlequin. Émile Dutronc, lui, jouait ses orques et il s'en sort très très bien puisqu'il termine 7ème. Kako, 8ème, donc ça c'est l'adversaire d'Archangel que j'ai affronté en première ronde. Ensuite nous avons Thomas Hertz qui jouait... je pense pas qu'il jouait SM. Je pense qu'il jouait DA en fait. Il jouait DA. Ensuite, moi, je termine à la 10e place. Voilà, donc pas de surprise. Et voilà, je vais quand même nommer les autres. On a Philippe Coussard qui était avec ses sœurs de bataille et Ika. Qui a vraiment bien exploité sa liste pour le coup, hein. Nicolas Charlier qui était venu en renfort pour remplacer un joueur. Je pense qu'il a joué Drucari, si je ne me trompe pas. Nous avons ensuite Christophe Séraphin, Christophe Lesage, pardon. Donc Séraphin qui est venu pour la première fois à un tournoi et que je félicite parce que voilà, le gars il a eu, malgré le masque, on pouvait voir qu'il a eu la banane pendant toute la journée, il a vraiment profité et de son retour, c'était relativement positif. Je pense qu'on devrait potentiellement le revoir en tournoi et c'est pas plus mal que de nouveaux joueurs se lancent comme ça. En plus, il termine relativement bien puisqu'il termine 13e sur un premier tournoi sur 20 places. Je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite, on a Adrien Govard, donc Bill Plémo, je pense qu'il jouait Imperial Fist, si je ne me trompe pas. On a Alexis Bergen qui était venu en remplacement aussi, parce que voilà, il faut savoir qu'il y a eu 4-5 joueurs qui ont malheureusement dû annuler leur venue pour des raisons XY, qui est venu avec ses tyrannides, donc avec une flotte avec pas mal de Genstealer. Donc il termine 15e. On a Guillaume Jacqui, donc Iron Jack, qui termine 16e avec sa liste SMC avec Abaddon. Jérémy Coppens, lui, termine 17e avec son Admec. Nicolas Genkes, voilà, Marcassin, voilà, Marcassin, donc SN Necron termine à la 18e place, mais il aurait pu être mieux placé. J'y reviendrai parce que c'était mon troisième adversaire
sur cette journée. Et alors on a Julien Ouillard, donc il jouait Drukhari, mais du coup alors je pense que je dis des bêtises et que Nico Charlier jouait bien Astra. Et alors Fabio, lui, avec ses Blood Angels, ferme la marche. Mais voilà, Fabio, voilà, la liste de Fabio, on en avait discuté pendant le live, j'en discutais avec lui en MP. Je pense qu'il a fait sa liste un petit peu trop vite, avec les index qui étaient fournis par GW et ainsi de suite. Il est parti sur une liste pré-codex, on va dire pré-index, et malheureusement, ben, ça lui a coûté d'être beaucoup plus impactant sur table. Et donc, il ferme la marche, il en faut toujours un de toute manière, puisqu'il termine 20e. Alors, comme je l'ai dit, je remercie vraiment tous les participants parce que voilà, j'ai discuté avec la plupart d'entre eux durant la journée et bah, c'est toujours un plaisir en fait de croiser les mêmes têtes. Je félicite les Inglorious Bastards parce que voilà, c'est un club que je ne connaissais pas, donc j'ai rencontré énormément de nouveaux joueurs. Alors il y a des joueurs que je connaissais qui sont dans le club et d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et bah, sincèrement, il y a vraiment des très bonnes têtes dans ce tournoi, dans ce club, pardon. Et bah, j'ai hâte de pouvoir vous recroiser en tournoi justement, parce que bah, voilà, vous m'êtes sympathique, tout simplement. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, puisque pour la première ronde, j'affrontais donc sur le scénario Terre brûlée. Je pense que c'est ça, Terre brûlée. J'affrontais Kako et ses Dark Angel. Alors sa liste, pour rappel, c'était une liste avec 7 Black Knight, donc les motos Dark Angel Ravenwing, un apothicaire à moto, il y avait des Terminators Deathwing Knight, voilà, donc des Terminators de CAC 5, 10 gros Terminators avec dedans certains marteaux, des points tronçonneurs, il y avait un petit peu de tout dans l'unité, mais en tout cas très tanky avec les boucliers tempête. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un Talon de Master, il avait Samael, il avait 2 unités d'infiltrator, une unité d'intercesseur, et je pense, ah oui, et deux unités d'éradicateur. Alors, globalement, comment la partie s'est déroulée. Donc au niveau des secondaires, c'était assez compliqué, je trouve, pour moi de trouver des secondaires vraiment intéressants à prendre contre sa liste. Donc j'ai pris combattant tant que nous tenons parce que bah, ma liste repose sur la triple Riptide et le tanking de celle-ci. Donc c'est 15 points que j'ai pu avoir pendant tout le tournoi. Voilà, donc c'est un secondaire que j'ai pris à chaque fois et qui me permet quasi tout le temps d'au moins avoir 10 points. Ici j'ai marqué 15 points à chaque fois. J'avais pris comme autre, qu'est-ce que j'avais pris? Je ne sais plus, j'ai un trou. J'avais pris sur tous les fronts, voilà, sur tous les fronts. Parce que voilà, le taux en V9 doit bouger et j'ai pas mal de petites unités MSU qui vont pouvoir partir en fait dans les différents quarts de table pour pouvoir scorer, et je peux sacrifier comme ça des drones par-ci par-là. J'ai les Ghost Kills avec l'infiltration, les Steals, même chose, les Steals drones. J'ai vraiment des petites unités comme ça sacrifiables que je peux envoyer très facilement parce que c'est un socle ou deux pour aller prendre des quarts de table et marquer 2 à 3 points par tour. C'est plus souvent 2 quand même, mais voilà, globalement c'est des possibilités que j'avais, donc j'avais pris ça. Et comme troisième, ne sachant pas quoi prendre, j'ai décidé de prendre le lever les étendards. C'était la première fois que je le jouais pour le coup, et voilà, je me suis un petit peu embrouillé avec le secondaire. Je me suis un petit peu embrouillé avec le secondaire puisque à mon T1, je ne déclare pas, malgré que j'ai des troupes d'infanterie sur les objectifs, je ne déclare pas en fait que je lève mes étendards. Ce qui va faire que à mon deuxième tour, je ne vais pas scorer en fait des points d'étendard. Je vais perdre un tour comme ça. Et le problème, c'est que les étendards, on le déclare à un tour, et le tour suivant, à la phase de commandement, on met les points. Et comme je loupe ça, je loupe en fait 2 tours vraiment pour pouvoir commencer à scorer. Et c'est vraiment problématique. Donc ça, c'est vraiment une erreur de jeu de ma part. Je pense que j'ai pas fait énormément d'erreurs sur mes parties sur le tournoi.
Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça aurait pu me rapporter quelques points. Alors, globalement, comment s'est déroulée la partie? Donc, je me suis permis de projeter en fait la zone de déploiement pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Mais en gros, il y avait un décor industriel ici et ici. On avait un gros bloquant là et ici. Lui décide de se déployer dans la zone A, moi dans la zone B. Alors c'est secondaire, lui c'était un secondaire du codex Serment qui lui permet de gagner des points de trois manières différentes, donc c'est très très fort. Je trouve que le secondaire codex par rapport à un taux qui a déjà du mal, c'est vraiment très très fort. Donc Serment en fait il gagne des points s'il ratait pas ses tests de commandement, donc test de morale, et si il était au centre de table et s'il tuait des monstres ou personnages. Et en fait, ça va lui permettre de scorer à chaque tour au moins quelques points par-ci par-là grâce à ça. Parce qu'il va très très bien jouer ce secondaire-là dans tous les cas. Il va prendre les brouilleurs aussi. Alors ça, j'étais très perplexe, mais au final, quand on y réfléchit, c'était pas bête du tout, en fait, Kako. Il va prendre les brouilleurs et comme troisième, il va prendre. Je pense qu'il va prendre sur tous les fronts. Je pense qu'il prend sur tous les fronts. Voilà. Ça date maintenant, parce que ça fait déjà quasi une semaine que le tournoi a eu lieu. Ça fait 4-5 jours que le tournoi a eu lieu. Donc ma mémoire est un petit peu approximative, mais je pense que c'était sur tous les fronts. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'il fait? Il place juste ici donc son talon de master. Il place ses motos ici avec le talon de master, donc Samael est juste ici, pardon. Les éradicateurs sont en renfort pour pouvoir venir en fait en attaque de flanc, ce qui me semble tout à fait logique. L'objectif ici est tenu directement par une unité d'infiltrateur. L'objectif ici n'est pas tenu dès le T1, enfin n'est pas tenu dès le déploiement par une autre unité d'infiltrateur qui est juste cachée en fait derrière le décor industriel qui est situé juste à côté. Et ici, il a une escouade dans la ruine, une escouade d'intercesseurs. Donc, ce qui veut dire que dès le début, il tiendra en fait, dès son T1 avec Samael, les infiltrateurs et les intercesseurs, il tiendra déjà 4 objectifs dès la fin de son T1. Il aura le T1. Alors dans mon cas, je me déploie comment? Tout simplement, je déploie mes strike teams à la limite de ma zone de déploiement pour déjà être sur l'objectif très rapidement avec de la troupe, dans le but de lever des étendards. Donc 2 escouades de strike ici, 2 escouades de strike ici, qui auront le même rôle T1, c'est-à-dire prendre les 2 objectifs pour me garantir 10 points de primaire et lever les drapeaux, chose que, comme je dis, je vais oublier malheureusement. Et alors, en centrale, on a une escouade de strike qui est juste ici. Il y avait des barricades, mais donc il y a une escouade de strike, une escouade de drones, et mes 3 Riptide, les unes les unes à côté des autres, avec l'Aion en plein centre, qui me permet en fait d'avoir une ligne de vue pour shooter ces motos dès le T1, si jamais j'avais le T1. Alors il aura le T1, il va faire un mouvement d'avant-garde avec son talon de master, puisque c'est son trait de seigneur de guerre, et ses motos, pour les mener en fait au niveau du centre de table, tout simplement. En fait il va faire une espèce de cordon jusque là, juste ici, et moi en fait j'aurai une ghost kill de ce côté là au niveau proche de l'objectif ici, et une ghost kill proche de l'objectif là, prêt à bondir en fait derrière le bloquant, avec mes steals situés juste ici pour faire du multi-cordon, pour forcer en fait mon adversaire à devoir gérer mes cordons avec ces motos. L'avantage aussi, c'est de permettre en fait que si jamais les motos tiennent après le T1, au T2, il ne puisse pas claquer le stratagème pour amener ses Terminators à 6 pouces de mes Riptide, pour pouvoir, parce qu'il a le droit à ce moment-là de faire pas 6 pouces, pour pouvoir en fait charger mes Riptide beaucoup plus facilement avec ses Terminators, avec une escouade de Terminators. Donc en gros, j'ai on va dire un triangle qui est relativement bien cadenassé. Mon adversaire ne pourra pas FEP dans mes lignes et ne pourra pas impacter mes Riptide qui doivent survivre pour mon secondaire et en plus pour ma létalité tout simplement. Et en fait, globalement, la partie va être
assez relativement serré. Moi, je fais l'erreur au niveau des drapeaux. Lui, en fait, attaque avec ses motos. Il me tue quelques drones. Il n'arrive pas à impacter réellement mes lignes. Alors, erreur de sa part, il décide de charger en fait ma Ghost qui est juste ici au lieu de charger le reste de l'armée avec ses motos. Ce que je comprends pas parce que je pense qu'il aurait eu tout intérêt à essayer de loquer un maximum de choses, tuer au cac un maximum de choses. En fait, il va tout simplement rebondir sur la Ghost parce que la Ghost va pas du tout mourir sur la charge des Black Knight. À monter un, bah, je désengage, je claque un couillon, je tue l'intégralité de ces motos. Voilà. Et je sais qu'à partir de là, je suis relativement safe. De son côté, ben, son apothicaire est au niveau du centre, donc on est plus situé ici. Euh, son apothicaire est derrière un bloquant caché, je ne peux pas le voir. Euh, Lui va faire un mouvement pour rapprocher en fait son apothicaire de l'objectif ici pour pouvoir FEP, c'est Deathwing Knight pour pouvoir avoir en fait une escouade de 5 thermites tanky avec bouclier tempête sur l'objectif juste ici, qui tiendra en plus avec ses infiltrators. Donc la partie après, voilà, c'est un petit peu du tir au pigeon, hein, entre guillemets. J'élimine ce qu'il y a ici sur l'objectif. Lui amène Samael. Du coup, ben, je viens contester l'objectif pour essayer d'éviter qu'il marque 15 points de trop en primaire et ainsi de suite. Au final, au niveau des primaires, on se tient relativement bien. Je pense que lui marque, il marque quelques points supplémentaires en plus que moi. Je pense qu'il marque 40 points, j'en marque 35, un truc du genre, sur la partie. Euh, le gros atout en fait, c'est que grâce au secondaire serment, en fait, il sait scorer des points très facilement, et donc il va aller scorer 12 points, je pense, sur le serment, parce qu'il va FEP ses terminateurs au centre, et il va rater très peu de tests de commandement parce que je vais sécher en fait ses unités, donc il ne fera pas de test de commandement dessus, et je vais lui donner un personnage malheureusement, parce que je dois absolument aller mettre un marqueur de désignation, et donc je dois faire un décalage, mais je m'éloigne avec mes Riptide pour pouvoir aller tenir en fait un autre objectif pour continuer à contrôler de la map et à marquer des points sur tous les fronts. Donc la partie globalement est très serrée. Il marque un petit peu plus de primaire. Au niveau des secondaires, bah, le fait que je marque combattons tant que nous tenons, je marque 15 points, ça me permet de prendre pas mal l'avantage. Il met 10 points sur les brouilleurs. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il va utiliser l'unité d'intercesseur ici pour pouvoir le faire à un tour dans sa zone. Il va faire venir une escouade d'éradicateurs des renforts pour pouvoir le prendre dans le No Man's Land. Et ensuite, il va faire un mouvement pour aller dans ma zone de déploiement pour pouvoir le faire. Et en fait, je vais tout simplement, au niveau du séquençage, je vais vraiment me focaliser sur les Terminators et mettre quelques tirs sur les agresseurs. Et malheureusement, les éradicateurs, pas les agresseurs, les éradicateurs. Et malheureusement, les éradicateurs vont tout simplement tanker. Il y en a un qui va survivre avec un PV et qui va pouvoir claquer en fait le brouilleur. Alors, il ne fait pas complètement dans cet ordre-là, mais globalement, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on termine la partie sur 78 à 73. Donc il y a, à un point près, il avait la victoire. Mais c'était relativement serré. Il y a eu des petites erreurs de deux côtés qui ont fait que on n'a pas scoré autant de points que ce qu'on aurait pu, mais globalement, voilà. La partie était en tout cas très sympathique. Le joueur, mais j'ai vraiment trouvé très sympa. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer, pour ainsi dire. Bah, j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer à nouveau pour pouvoir l'affronter et prendre ma revanche, parce que pour moi, c'est comme si j'avais perdu. Mais voilà, donc je marque un point au classement général. Lui en marque un. On est relativement serré parce qu'on a le même nombre de points, donc je ne commence pas le tournoi de manière trop trop mal, puisque le DA était quand même un match-up, je trouvais assez compliqué, même s'il y a possibilité de casser les tricks, les synergies. euh, Ben on a quand même le tankiness de la Ravenwing et de la Deathwing qui fait que c'est très compliqué. Alors ensuite, j'affronte sur
le scénario ligne de bataille, qui est vraiment pas un scénario pour le tout, je trouve. Donc j'affronte sur ce scénario-là Godbill et sa Death Guard. Donc en plus d'avoir un scénario qui est très compliqué, j'affronte un joueur qui joue bien, qui monte son niveau de jeu de plus en plus avec le temps. Et voilà, c'est un scénario où je vais affronter une enclume. Voilà, pour rappel, il avait 3 unités de plague, il avait 2 princes démons, il avait 3 Black Burst Crawler, il avait 3 coccinelles, une unité de 3, il avait des bêtes du chaos, enfin, voilà, énormément de trucs. Donc je sais que l'armée, c'est une grosse enclume qui doit bouger groupée, qui doit jouer groupé. Donc en fait, il va placer un Plague Burst juste ici, sur son objectif dans sa zone de déploiement. Donc c'est lui qui aura le T1. Et puis il va placer toute sa ligne là, sachant qu'il y a un gros bloquant juste ici, un gros bloquant juste là et un bloquant juste ici. Voilà. Donc la table est relativement équilibrée parce qu'il a aussi des bloquants de son côté. Mais voilà, je sais que je n'irai jamais dans sa table. Alors au niveau des secondaires, je prends Abattez-les parce qu'il a pas mal de véhicules entre les Plague Burst Crawler que je vais devoir gérer et les princes démons qui sont monstres et les Miphidiques, donc les petits coccinelles. Donc je sais que c'est 15 points que je vais pouvoir prendre, et je les prendrai d'ailleurs sur la partie. Je prends sur tous les fronts, voilà. De nouveau, c'est très compliqué pour moi de trouver des secondaires que je vais pouvoir scorer. Au moins sur tous les fronts, je sais qu'il faut juste que j'ai une unité, et j'arrive quand même globalement à prendre au moins 8-10 points sur ce secondaire-là en général dans mes parties. Donc j'en profite, je prends celui-là. Et je prends combattant tant que nous tenons parce que, ben, voilà, parce que les Riptides sont très tanky. Alors pour info, je marquerai uniquement 4 points sur tous les fronts. C'était peut-être pas la meilleure chose, le meilleur secondaire à prendre, je pense, mais voilà, il faudrait que je regarde ce que j'aurais pu prendre de mieux. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Combattant tant que nous tenons, je marque 15 points. Donc je marque 4 points sur tous les fronts, 15 de combattant tant que nous tenons, et abattez-les, je marque 15 points. Voilà, donc ça me permet de marquer sur mes secondaires, sur les 45 points de secondaire, c'est ça. Ça me permet quand même de marquer 34 points, donc c'est pas, voilà, c'est pas mauvais au niveau des secondaires, clairement. Alors, globalement, comment je me déploie? Je place toute mon armée paquet, donc les Riptides, les Strike Teams juste ici. Je place quand même une Strike Team ici, 2 Strike Teams sur le dessus, dans l'optique en fait d'avancer pour aller contester un maximum l'objectif, ou en tout cas le ralentir. En fait, je me rends compte que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que lui va avancer, et à partir du moment où je vais me rapprocher, il va faire une charge et il va se rapprocher de mes lignes. Parce que mes strike teams vont clairement mourir, être one shot sur une charge, et derrière ça, il va pouvoir conso de 3 pouces et se rapprocher de mes lignes. Donc ça, c'était vraiment une erreur. J'aurais dû en fait ne pas placer mes strike teams ici, mais plus les passer au centre, tout paquet. Pour avoir une grosse phase de tir, faire des grosses phases de tir pendant les premiers tours, et ensuite faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire slider sur l'autre objectif. Donc lui en fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes 2 Ghost Kills proches de l'objectif juste ici, avec mes Steals. Donc avec le drone des Steals, avec les 4 Steals drones des Ghost Kills, je me suis dit, je vais essayer de tanker un maximum sur l'objectif ici. Et une fois que ça c'est fait, je vais essayer de scorer en fait tout ce que je peux scorer au maximum. Le problème, c'est que, enfin, le but de ma manœuvre, c'était un petit peu de l'attirer vers ce point-là, vu que lui, il a une grosse enclume qui doit se déplacer en gros pack. L'obliger à soit scinder des unités qui potentiellement vont perdre des bonus défensifs, parce que la Death Guard, c'est ça, ce sont des bonus défensifs. Et le forcer en fait en sacrifiant mes Ghost Steals, et potentiellement si elle tank pouvoir scorer en fait des points de primaire, un minimum de primaire, ce qui je savais qu'elle allait être très difficile. Je suis vraiment parti là-dessus, sachant qu'il y avait un bloquant. Je savais que il allait pouvoir même me faire des charges sans ligne de vue et ainsi de suite, et en fait c'est ce qu'il a fait. Donc lui il a avancé toute son enclume, et en fait il a contourné le gros bloquant qu'il y avait ici pour arriver à charger par ici et par ici mes différentes unités. Ce qui fait que T1, mes unités ne sont plus sur l'objectif, donc je ne vais pas pouvoir scorer des primaires. Je vais marquer 5 points de primaire au tour 2,
Parce qu'après le T2, il y a plus rien sur les objets. Je suis obligé de reculer un petit peu mes ghosts pour pouvoir permettre de tirer. Alors il y aura ces plaques burst crawler qui va utiliser de manière très agressive. Ça, je savais pas du tout que c'était joué comme ça. J'avais jamais vu en fait un joueur DevGuard jouer comme ça. Et donc en fait, il a vraiment foncé avec ses plaques burst, ce qui me mettait la pression parce que ça pouvait potentiellement loquer et tanker énormément avec l'enduit. Donc c'était très bien joué de sa part. Même si voilà, j'avais pris à télé, je me suis dit il va les mettre loin et c'est la Riptide Taillon qui va devoir réussir ses phases de tir pour essayer de les sortir. Ben non, en fait, il a vraiment joué très 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 agressif. Il en a juste laissé une ici et en a envoyé une par là. Et donc en fait, je me suis retrouvé avec toute son armée ici, sauf un plague burst qui était là-dessus et un plague burst, un prince démon et une unité de plague qui était juste située ici. Voilà, le prince démon était situé entre les deux, mais globalement c'était ça l'idée. Donc à partir de là, je claque, donc je le laisse venir un maximum. J'ai pas toute mon armée à portée, mais voilà, je sais que ce qui peut avoir un coyon, je dois vraiment attendre de pouvoir vraiment faire mal. Donc je fais des phases de tir sans claquer de coyon jusqu'au T3. Je diminue un petit peu les PV sur ces plaques burst, je tue des plaques marines, voilà, les PV commencent à diminuer, mais je ne score pas parce que les plaques burst ne meurent pas. Et en fait, c'est à partir du tour 3 où il a l'occasion, à son tour 4, il a l'occasion de pouvoir me charger mes Riptide. Je claque un Monka. Étant donné qu'en fait, il a fait comme ça, en fait, il est parti sur les ghosts et après, hop, il est revenu vers moi. À partir du tour 3, je suis obligé de claquer un Monka défensif. Je slide pour aller me mettre derrière des bloquants, juste là, en faisant des bonnes advances avec mes Riptide et tous les drones et tout. Donc il y a vraiment tout mon blob qui va se déplacer. Je laisse quelques unités ici pour le forcer en fait à soit les ignorer et je marque des points de primaire, sachant que lui marquera sur la partie 45 points de primaire. Et donc il sait très bien qu'il aura l'ascendant. Donc je slide, j'envoie ici et je continue mes phases de tir. Je commence à détruire les plaques burst puisque le plaque burst juste ici et ici meurt, ainsi que les plaques marines. Donc je l'empêche de scorer ici, sachant qu'en plus il avait pris le secondaire du scénario, liaison vitale, je pense, un truc comme ça, qui permet à la fin de son tour, à partir du tour 2, de marquer 2 points par objectif central tenu. Donc il peut marquer 4 points par tour en tenant les 2 objectifs ici. Donc il n'arrivera jamais à le faire, sauf au dernier tour, forcément, parce que j'aurai plus l'occasion de pouvoir nettoyer les objectifs. Et donc voilà, donc globalement, il avait pris ça, il avait pris ça, il avait pris sur tous les fronts, et il avait pris le rituel. Donc il marque 15 points de rituel, très facilement, puisque j'ai pas d'anti-psy. Avec son prince démon qui va laisser au centre. Voilà, c'est 15 points free pour lui. Moi j'ai les 15 points de combattant tant que nous tenons, donc on va dire que ça compense. Le problème c'est que la différence de primaire est complètement ouf, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué parce que je ne vois pas avec la liste que j'avais, je ne vois pas comment j'aurais pu rivaliser avec sa liste. Voilà, j'aurais pu marquer un petit peu plus de points sur tous les fronts, mais au final, je marquerai uniquement 10 points de primaire. Je marquerai 10 points, 5 points au deuxième tour, 5 points au troisième tour. Et au quatrième tour, en fait, j'ai des escouades là-dessus, mais il va arriver avec tout son blob et il va commencer à me charger. Et il sera super OP et il pourra prendre l'objectif sans problème, quoi. Moi, je vais juste marquer les 34 points de secondaire et 10 points de primaire. Donc, il m'explose, hein. Je pense que le score final, c'est 84, un truc comme ça, à 44. Donc, je ne sais rien faire. Voilà, clairement, c'est les... J'ai vu la force du DevGuard et pour avoir discuté avec d'autres joueurs par la suite et ainsi de suite, beaucoup me disaient qu'à mon avis la DevGuard allait être nerfée parce que c'est vraiment très tanky, ça a quand même pas mal de létalité, même si ça m'a pas spécialement choqué. Parce que j'ai fait du kitting, donc il m'a couru après pendant toute la partie. S'il m'avait attrapé, il était arrivé à distance pour ses lance-flammes de ces personnages-là, les foules, ça aurait fait très très mal. Or, j'ai pas spécialement subi ça parce que justement j'ai fait du kitting. Le problème, c'est que de faire du kitting, il faut commencer à lâcher des objectifs. Et dans un scénario où il n'y a que 4 objectifs,
On peut pas rivaliser au niveau des primaires face à la DevGuard, quoi. Donc c'est très compliqué. Est-ce que j'aurais dû splitter, mettre des gosses sur les deux objectifs et ainsi de suite? Potentiellement. L'avantage que j'ai eu, c'est qu'en mettant tout là, il n'a pas pu tirer avec l'intégralité de ses unités. C'est vraiment chargé. Et en fait, il s'est servi de tremplin pour les unités qui étaient ici. J'ai désengagé, je me suis éloigné pour essayer de. Voilà. Mais ça n'a pas aidé. Donc, très compliqué. Je trouve que j'ai pas fait spécialement d'erreur sur cette partie. Mais c'était vraiment, vraiment très compliqué pour moi de pouvoir. De pouvoir rivaliser tout simplement avec l'armée. Le Codexto et la liste que je joue, il y a trop de match-up négatifs et ici clairement sur ce scénario-là en plus, le match-up était déjà dégueulasse pour moi et sur ce scénario-là c'est très compliqué. Ensuite, dernière partie, j'ai oublié le nom du scénario. Je peux peut-être vous retrouver ça. Didalidaloum. Boum, 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 boum. Donc c'est le scénario balayer et nettoyer. Voilà, j'affronte mon ami Marcassin et ses Nécrons, donc le codex Nécron. Donc ça me fait plaisir parce que les Nécrons sont une armée qui me plaît relativement bien. Voilà, j'ai la boîtine de Mythus, j'ai pas revendu les Nécrons parce que j'aime vraiment bien le nouveau design, j'ai envie de les peindre et à terme de les jouer. Donc je me suis dit, ça va me permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc pour rappel de sa liste, il avait 80 guerriers Nécrons. Il avait deux unités avec chaque fois la même arme dans l'unité, mais les deux unités possibles pour les guerriers Nécrons, donc les faucheurs et les éclateurs. Donc de la masse, c'est une enclume, c'est une grosse enclume pour le coup. Il avait des scarabées. Voilà, des scarabées. Il avait le Nick Trofort, le Knight, qui est énormément critiqué et considéré comme trop fort pour le moment par la plupart des gens du hobby. Il avait ça, il avait le Cryptex, c'était le chrono, donc qui me donne une invue à 5+, si je ne me trompe pas. Il avait un Tétrarque et un Warden, donc le personnage, le nouveau personnage qui est apparu avec la boîte Indomitus et le nouveau codex. Globalement, j'ai le T1, donc enfin j'ai le T1. Ça m'arrange parce que c'est des grosses phalanges de guerriers qu'il va falloir gérer, donc forcément c'est pas rien. Donc en fait globalement on a à chaque fois un gros décor au niveau central ici, lui aussi, c'est relativement vide au centre, on a du décor ici, voilà, la table est vraiment symétrique, et donc globalement faut savoir que déjà on a joué que 2 tours, donc ça pour ceux qui ont eu un petit peu vent du tournoi sans lancer la polémique, parce que c'est pas le but. Malheureusement, les organisateurs ont eu un couac au niveau de la salle. Faut savoir que la salle était divisée en 2 parties et les gens qui étaient situés dans la salle du haut, donc là où je me situais pour la 3e partie, en fait, ont dû arrêter au bout d'une heure, 1h15 de jeu plus ou moins. Ce qui fait qu'on avait joué grand maximum 2 tours, 3 tours pour certains. Et donc on a dû arrêter la partie là et on a dû compter les points. Donc au niveau des secondaires, voilà, pour info, j'avais pris combattant tant que nous tenons pour les 15 points parce que je savais que les Riptides, le temps que les guerriers arrivent et qu'après ils commencent à attaquer les Riptides, ça devait pas poser de soucis pour elles. Il n'avait pas d'anti-char longue portée réellement, donc j'étais relativement safe à ce niveau-là. Donc j'ai marqué les 15 points. Donc il faut savoir que pendant tout le tournoi, j'ai marqué les 15 points de combattant tant que nous tenons. J'avais pris Héros Délai. Parce que il avait beaucoup de figurines. Et étant donné que le protocole de réanimation ramène des figurines à la vie, il est bien marqué dans le secondaire que si jamais une figurine meurt, vous la comptez dans Héros Délai, et si jamais elle revient à la vie et que vous la retuez, vous devez encore la compter. Et donc, clairement, Héros Délai contre les Nécrons, c'est, enfin, en tout cas, une armée avec full guerrier, en fait, c'est 15 points très facilement gagnés. Très très facilement gagné. Sur les 2 tours de jeu, sachant que j'avais le T1, je marque 12 points d'Héros Délai. Si mes souvenirs sont bons. Donc je prends ça et comme dernier, je prends sur tous les fronts. Sur tous les fronts, pourquoi ? Parce que le déploiement tel qu'il est proposé là, donc les cartes de table, ça permet très facilement
en fait d'aller se positionner sur des quarts de table pour marquer 2 points à chaque tour, et je marquerai effectivement 4 points à chaque tour puisque je vais me déployer et ensuite avoir mes différentes unités qui vont partir dans les 2 quarts de table juste ici. Le quart de table ici étant considéré comme intouchable d'après moi. Alors à côté de ça, lui il va prendre, je ne sais plus les secondaires qu'il va prendre, je pense qu'il va prendre sur tous les fronts. Il va prendre Vermine, donc ça en fait c'est un secondaire que tu prends et tu gagnes 2 points par quart de table. Donc à la fin du round, si je ne me trompe pas, tu marques 2 points par quart de table où ton adversaire n'est pas. Et donc si tu arrives à cadenasser en fait ton adversaire dans un quart de table, bah, tu sais commencer à scorer pas mal, voire scorer au moins 4 objectifs, enfin 4 points par tour, puisque bah, ta zone de déploiement, tu peux relativement bien la cadenasser, à moins que l'adversaire ait des FEP, c'est pas problématique, et tu peux essayer d'éliminer toutes les unités qui sont dans un quart de table. Alors je trouve le scénario très compliqué à jouer, de l'aveu de Marcassin, ça sera peut-être pas le meilleur scénario à prendre, il l'aura pris pas mal de fois pendant le tournoi. Euh, Ici, je trouve que c'était pas bien indiqué parce que, étant donné que le déploiement est vraiment dans une zone de quart de table, ben, on peut très vite mettre une unité en fait complètement dans un autre quart de table en fait et éviter à l'adversaire de scorer, sachant que j'avais pris sur tous les fronts, je devais de toute manière marquer des points. Donc le fait de marquer des points sur tous les fronts l'empêchait lui de marquer des points de Vermine. Donc globalement, la partie s'est déroulée comment euh, il a, j'ai eu le T1, donc j'ai claqué un couillon parce que j'avais son armée à portée. Son knight en fait a subi les tirs de ma Riptide Taillon, donc j'ai enlevé à chaque fois les 3 PV que je pouvais faire sur le tour. Donc fin du T2, il était à 4 PV. Et j'ai éliminé en fait les packs de guerriers. Alors aussi, il y a un pack de guerriers auquel je... Ouais, c'est ça. Il y a un pack de guerriers auquel j'avais laissé... Enfin, il y avait 2 guerriers qui ont survécu. Ils ratent le test de commandement et ils ratent le test d'attrition, donc il perd le dernier des guerriers. Je lui demande pourquoi il n'a pas utilisé le stratagème pour réussir automatiquement le test de morale. Et donc, voilà, il me demande s'il peut rollback et tout, parce qu'il avait oublié que le stratagème existait encore en V9 et tout. Je dis oui, bon voilà. Donc, il fait revenir 12 guerriers, je pense, que je vais sécher au tour d'après. Et puis, bon, on a dû arrêter la partie. Donc, voilà, il n'y a pas énormément à épiloguer. Au niveau du score, ben, voilà, on est tous les deux très déçus de ne pas pouvoir faire notre tour complet, sachant que forcément, les autres qui sont dans la salle du bas ben, continuent leur tournoi. Donc, même des gens qui perdent en bas, ben, en fait, vont peut-être perdre avec 50-60 points de victoire sur la partie. Ce qui veut dire qu'il y aura d'office un décalage au niveau du classement. Donc le classement général est complètement faussé. Je me retrouve 10e, mais égalité en nombre de points de parties avec d'autres, donc je pourrais très bien être beaucoup plus haut dans le classement, comme j'aurais pu être beaucoup plus bas et Marcassin beaucoup plus haut, suivant le résultat de cette partie-là. La partie était très serrée, on décide de compter, je propose à Marcassin de mettre un match nul parce que ça sert à rien de se prendre la tête, il me dit non, qu'il s'en fout, que voilà. Donc du coup, on note vraiment les scores, mais je marque 15 points de combattant tant que nous tenons. Voilà. Là où lui, c'est tous les secondaires qui doivent scorer pendant la partie. Ce qui fait que je gagne d'office avec 28 points à 20. Donc une petite victoire. Voilà. Donc voilà, globalement, je suis quand même relativement très déçu du tournoi pour ce cas-là. Parce que c'est chiant d'aller en tournoi et de ne pas pouvoir faire ces 3 parties. Bon, ça sert à rien d'un peu de. Enfin, c'est pas la faute des orgas spécifiquement. Je vais pas relancer de toute manière toutes les discussions par rapport à ça. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir revu des têtes, d'avoir pu repartir en tournoi avec des potes, hein, Jérémy, Fabio, Guillaume, Christophe, voilà, qui maintenant va venir plus souvent en tournoi. Je suis content d'avoir revu Flo, Max et tout en vrai, donc les organisateurs. Donc c'est voilà, j'ai passé une bonne journée. Malheureusement, ça s'est pas terminé parce que voilà, il y a une frustration forcément. Max me prévient que j'étais en lice pour un prix peinture potentiellement, mais je devais voilà. À partir du moment où on doit libérer la salle après 1 heure de jeu, les autres encore en bas ont encore 1 heure et demie de jeu en bas. Voilà, j'ai quitté le tournoi pas par rage ou quoi que ce soit, simplement parce que
voilà, ma femme gardait les enfants sur la journée et je pense que si j'ai l'occasion de rentrer plus tôt, plutôt qu'attendre simplement que les parties s'achèvent pour avoir le classement qui, comme je le dis, pour moi était relativement faussé, euh, j'ai préféré rentrer. Voilà, j'ai gagné un lot pour la 10e place. Je préfère que Team Beaujeu garde leur lot et le remette pour le prochain tournoi. Ça leur permettra d'avoir un lot déjà et de faire une économie par rapport à ça et d'avoir de meilleurs lots pour les autres. Mais voilà, globalement j'ai passé quand même une bonne journée grâce à l'ambiance qu'il y avait, grâce aux nouvelles têtes que j'ai rencontrées et aux personnes que je connaissais qui étaient présentes et qui étaient là pour partager un bon moment de hobby. Et c'est ce qu'on a fait justement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour l'écoute. J'espère que la manière de présenter, parce que voilà, j'ai pas spécialement pris de photos de toutes les tables et ainsi de suite. J'ai pas des photos pour pouvoir vous montrer, vous détailler. Je trouvais que la vue générale comme ça sur la table de déploiement est un peu plus claire. J'espère que vous aurez potentiellement appris des choses, que vous jouiez tôt ou pas, hein, parce que si vous affrontez de la DevGuard, je pense que le fait de faire du kitting, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Le nouveau codex DevGuard va arriver, donc j'ai vraiment hâte de voir comment GW va tourner ça. Maintenant, voilà, des dernières infos que j'avais entendues, c'est que le codex auto, il va pas être pour tout de suite. Donc je pense que mes taux vont être mis un petit peu au placard. J'ai une armée de SM ou une armée de Necron ou une armée de Tyrannide, mais voilà, le Tyrannide, je veux aussi attendre le codex. J'ai une armée de SM ou de Necron que je vais pouvoir peindre à mon aise et pendant le Covid et ainsi de suite, le confinement. Prenez soin vraiment de vous, restez bien chez vous, restez voilà, safe chez vous, save at home pour vraiment que toute cette mauvaise période qu'on est en train de vivre en 2020, ça puisse à un moment donné être derrière nous. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur à tous et une excellente journée, soirée. Voilà, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à la prochaine.